Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 104e épisode de Over the Results consacré à Over the Limit 2011. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si vous aviez aimé le pay-per-view ou à la disliker si vous ne l'aviez pas aimé. Et encore une petite précision, il y a 3 jours, je suis allé chercher quelque chose qui risque de faire du bruit pendant mes vidéos. Vous avez sûrement pu le remarquer dans l'épisode 93, 98 et pour les prochains, je pense, j'ai ça. Dis bonjour, blasé de la vie. Voilà, c'est un petit chat, hein, un chaton, vous le voyez. Et elle ne fait que miauler en fait. Elle s'appelle Zara, elle vient d'être là et elle ne fait que miauler. Elle n'arrête pas, donc vous risquez de l'entendre passablement durant les vidéos. Donc je tenais quand même à vous avertir. Hein. C'est un petit peu chiant en ce moment. Voilà, donc premier match, R-Truth bat Rey Mysterio dans un match assez rapide, donc 8 minutes. Ce serait un peu le gros défaut de ce pay-per-view, c'est que les matchs ne durent vraiment pas beaucoup de temps. J'ai marqué le match est bon, c'est dommage parce qu'il y avait une très bonne alchimie entre les deux. Il n'y a pas grand chose à dire de plus parce qu'en 8 minutes, ils ont eu le temps de nous proposer quelque chose de bon, mais pas plus que cela. Ça aurait très bien pu mériter un match de 15 minutes. Et j'ai marqué Truth qui était heel, gagne clean. Donc non seulement ça décrédibilise un petit peu Mystérieux, mais ça crédibilise R-Truth qui était sur une très bonne, un très bon run en tant que heel. Et de toute façon, il a eu un match contre Cena donc, lors du pay-per-view suivant qui était Capital Punishment, mais la review est disponible sur la chaîne. Concernant la note du match, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Deuxième match, Ezekiel Jackson bat Wade Barrett par disqualification après l'intervention de Heath Slater et de Justin Gabriel, donc le corps. Et j'ai marqué Barrett reste donc champion intercontinental. Le match est pas si lent que ça, surtout quand on voit les deux mastodontes que sont Wade Barrett et surtout Ezekiel Jackson. Au niveau du rythme, ça va, c'est passable, c'est pas très rapide, mais ça passe encore. Mais j'ai marqué pour moi le match, encore une fois, est beaucoup trop court parce qu'il dure 7 petites minutes et il est pas ouf. Techniquement, malheureusement, c'est pas du tout ça. Je me suis clairement fait chier, hein, je vais pas le dire. Le finish est pas terrible non plus. Par disqualification, c'est un petit peu, je trouve, la solution de facilité. Surtout que Slater et Gabriel étaient justement pas en ringside, donc c'était cramé à des kilomètres. Donc pour moi, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien mieux. Alors bien sûr pas un match 10 sur 10, mais au moins un petit 7 sur 10. Mais non, là j'ai mis quand même la note de 4,5 sur 10, qui est pas ouf. Mais c'est à l'image du match, donc ça ne m'a pas plu du tout. On continue sur la lancée, Sin Cara bat Chavo Guerrero dans un match de 7 minutes encore une fois. Et sur un finish totalement botché, donc qui était un Hurricane Rana, je crois que c'est la prise de finition de Sin Cara à l'époque. Alors non seulement la fin est botchée, mais le match est totalement chiant. Vous enlevez le côté spectaculaire et on se fait clairement chier. Et puis je vais le dire, à l'époque comme aujourd'hui, on n'en a rien à branler de ce match-là. C'est une histoire de Mexicain, Chavo voulait l'aider, Sin Cara ne voulait pas. Bon, tout comme le match, on s'en fout en fait. C'est un peu la solution de facilité et c'est pas original du tout. Et vous le voyez, pour moi, c'est l'un des plus mauvais matchs de cette soirée et c'est pas le seul. J'ai mis la note de 4 sur 10. Quatrième match, Big Show et Kane battent CM Punk et Mason Ryan pour conserver leur titre par équipe dans un match de, roulement de tambour, 9 minutes. Waouh, génial. Donc c'est, je crois, le troisième match le plus long de la soirée. Donc clairement, ça le fait pas. En plus, le match est très lent et pas du tout intéressant. Vous enlevez CM Punk, on a Mason Ryan, Big Show et Kane, donc je vous laisse imaginer le rythme. Et puis on a Otunga et McGillicuddy qui ne sont pas là pour ajouter du peps au match, et c'est un peu ce que je peux reprocher au Ezekiel Jackson contre Wade Barrett. Autant là, je trouve que le rythme était un peu meilleur dans le match pour le titre intercontinental, que là en fait ça aurait mérité d'avoir des interventions pour donner un petit peu de peps à tout ça, malgré le fait qu'ils soient 4 et dans le match intercontinental ils étaient 2. Et là, malheureusement, même si c'était cramé que je sentais une intervention des deux, ça n'est pas arrivé. Tout simplement parce que Punk s'en foutait clairement. Et encore une fois, c'est ce que je reproche à la Nexus 2.0. Les bookers ont fait de la merde. CM Punk était le mec égoïste qui s'en foutait parce que Otunga et McGillicuddy s'étaient fait attaquer en coulisses par Big Show et Kane qui étaient les champions par équipe. Justement avant le match, mais Punk disait allez on se motive et vous venez, et finalement ils ont même pas été là, donc c'est dommage. Et encore un autre point négatif, Mason Ryan qui se ramasse le tombé alors qu'il avait besoin de faire ses preuves. Je pense que c'est le match qui l'a coulé. À partir de là, Mason Ryan, on ne l'a carrément plus vu et je trouve ça dommage. Alors vous allez me dire CM Punk ne méritait pas de subir le tombé parce qu'il était déjà sur une streak de défaite, mais justement il était sur une streak de défaite, il n'était pas une défaite en plus, et pourquoi pas les avoir fait champion par équipe. Enfin bref, pour moi c'est n'importe quoi, beaucoup de mauvaises décisions, un peu à l'image du pay-per-view.
j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Cinquième match, Brie Bella bat Kelly Kelly pour conserver son titre des divas après le Twin Magic. Alors encore une fois, c'est un truc qui aujourd'hui ça passe, mais à l'époque c'était tout le temps ça. Donc le Twin Magic, c'est Nikki Bella qui prenait la place de Brie Bella, tout simplement pour pouvoir être plus fraîche, pour battre leur adversaire. Et là en l'occurrence c'était Kelly Kelly, qui est à nouveau insupportable. Mais le seul bon côté, mis à part que le match dure 3 minutes, et c'est déjà bien assez je trouve, c'est que Kelly Kelly soit battue. Oui, ça fait du bien. Mais sinon, le match est détestable. J'ai mis 3 sur 10 et je peux pas dire grand chose de plus parce que les matchs ne durent vraiment pas longtemps. Donc, je tiens à m'en excuser. Sixième match, Randy Orton bat Christian pour conserver son titre poids lourd dans le premier excellent match de la soirée sur 2. Vous enlevez l'opener qui est bon mais sans plus. Et il y en a 2 et celui-ci est le deuxième et il dure 17 minutes. Voilà, donc on a le main event, ce match-là, et sinon tous les autres matchs durent moins de 10 minutes. Et c'est vraiment détestable, je trouve. Mais là, ça fait du bien. J'ai marqué que c'était le dernier match de cette rivalité que j'avais pas encore analysé. Et ça fait du bien après ces matchs catastrophiques. Les deux hommes sont incroyables. Encore une fois, j'ai déjà dit pour SummerSlam, j'ai dit pour Money in the Bank. Je sais même plus s'il y a eu un match à Capital Punishment entre les deux. Mais ça fait clairement plaisir. Il y a une intensité énorme. Et on a encore une fois le storytelling qui est précisé parce que je rappelle qu'à l'époque, Christian avait battu Alberto Del Rio pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd, vu que Edge l'avait l'avait mis vacant parce qu'il a dû prendre sa retraite à Extreme Rules dans un ladder match. Et 5 jours plus tard à SmackDown, vu que SmackDown c'était le vendredi à l'époque, et bien Randy Orton avait eu un match de championnat. Il avait battu Christian sur une prise contrée. Alors je sais pas comment on appelle ça, un springboard, closest line, je sais plus quoi. Il était dans les cordes, dans les coins. Il a pris appui sur les cordes et voulait se retourner justement pour porter une de ses prises favorites, donc Christian. Et Randy Orton lui avait porté un RKO donc pour finir le match. Et là on le sent encore une fois, Christian ne prend pas de risque à porter les mêmes prises. Et on sent qu'il est quand même un petit peu méfiant par rapport au RKO parce qu'il sait que ça peut le battre d'un coup. Si on aura eu un spear de Christian qui n'aura pas suffi à battre Randy Orton, il va enchaîner sur plusieurs kill switch qui seront contrés. Randy Orton va faire un RKO qui sera contré également. Et puis finalement il arrivera quand même à lui en porter un à la suite d'un deuxième kill switch contré. Et arrivera à battre Christian sur un seul RKO. C'est vrai que c'est dommage, on aurait pu faire quelque chose de plus. Mais la rivalité était loin d'être terminée à ce moment-là, vu qu'elle va durer jusqu'à SummerSlam de cette année-là, donc 2011. J'ai marqué que c'était énorme. Et à la fin, on a un après-match où on voit les deux hommes qui se serrent la main en signe de respect. C'était pas vraiment le cas pour Christian, il avait longuement hésité, mais on sait qu'il fera un heel turn quelques jours plus tard. Pour moi, c'est du très bon et j'ai mis la note de 9 sur 10. Septième match, Jerry Lawler bat Michael Cole dans un Kiss My Foot match. Dans un match qui est là en fait juste pour montrer le pied dégueulasse de Michael Cole où il a déjà ça semble puer, ça semble pas très bon. Et non mais je veux dire, c'était juste dégueulasse visuellement et je pense que c'est pas si mal fait que ça. Mais je pense que c'est la seule chose intéressante dans ce match là. Ensuite j'ai marqué que c'était à l'image du pay-per-view, inutile. Le match dure 3 minutes, on ne voit rien. Bon, c'est comme un match de Lawler et Cole, sauf que là, on a ni Swagger ni Stone Cold comme à WrestleMania 27 pour donner un petit peu du peps au match. C'est dommage. À la fin, on a Yves Torres qui vient donc pour faire un moonsault sur Cole. Ensuite, on aura Jim Ross qui arrive pour lui mettre sa sauce barbecue dans la bouche de Michael Cole. Étant donné que Michael Cole avait critiqué Yves quelques semaines avant en disant qu'elle servait à rien, avait justement mis la sauce barbecue dans la bouche de Jim Ross, donc les deux se sont vengés. Puis au moment où Jerry Lawler voulait donc justement lui faire embrasser son pied, vu que c'est la stipulation du match, on voit Michael Cole qui se dirige vers les coulisses et là, Bret Hart qui arrive donc pour remettre Cole sur le ring pendant qu'il fuyait, lui fera un sharpshooter et en attendant Jerry Lawler lui mettra son pied dans la bouche. Donc ça fait bien sûr référence au match qu'il y avait eu, alors c'est dans fin des années 90 je crois, entre Bret Hart et Jerry Lawler qui était un Kiss My Foot match où donc Bret Hart avait gagné. Jerry Lawler avait dû embrasser le pied de Bret Hart, mais Bret Hart lui avait carrément mis son propre pied, donc à Jerry Lawler, dans sa bouche. Dans la bouche donc de Jerry Lawler, hein, pas dans la bouche de Bret Hart, sinon c'est très bizarre. Donc voilà, petite référence, mais Bret Hart, c'est le seul bon côté, le seul bon moment de ce match-là. Je sais même pas pourquoi j'ai mis cette note-là, elle est beaucoup trop haute pour moi, mais j'ai mis quand même la note de 3,5 sur 10. Et enfin le main event, John Cena bat le Miz pour conserver son titre de la WWE dans un excellent I Quit match. Je crois que c'était le 9e de l'histoire et je sais pas s'il y en a eu d'autres par la suite. J'en suis pas sûr, dites-le moi dans les commentaires.
J'ai mis, c'est pas vraiment un match de catch, mais c'est plus une boucherie de 25 minutes. Vous le voyez, j'ai mis la note de 10 sur 10, subjectif, pas objectif, mais il m'a fait clairement plaisir. À la fin d'un pay-per-view comme ça, où on a seulement le match pour le titre poids lourd qui est bon et un petit peu l'opener, on peut que mettre 10 sur 10. C'est subjectif, mais j'avais envie. Donc j'ai marqué Cena se fait démolir pendant environ 20 minutes, vu que c'est lui qui avait choisi la stipulation du I Quit match, vu que Miz avait battu Mysterio pour devenir challenger numéro 1. Mais cette stipulation s'est un petit peu retournée contre lui parce que le Miz était accompagné de Alex Riley, et dans un I Quit match, il n'y a pas de disqualification. Et donc ça s'est transformé en 2 contre 1 dès le début jusqu'à la 20e minute, où Cena a fait passer Alex Riley à travers une table des commentateurs, et on ne l'a plus vu. Mais juste avant ça, en fait, on a eu une autre stratégie du Miz qui était de reprendre une des promos de Cena qui disait je jure Miz, tu vas dire j'abandonne. Et ce petit j'abandonne, ce I quit, a été enregistré. Et au moment où Alex Riley tenait le micro pour demander à Cena s'il abandonnait, ben, il a pris son smartphone et a donc fait jouer l'enregistrement. Et donc l'arbitre s'est dit ok, Cena a abandonné, alors que Cena n'a encore, à l'heure d'aujourd'hui, en 2017, n'a encore jamais abandonné. L'arbitre a signé la fin du match, donc Miz était le nouveau champion, mais il a découvert le smartphone par terre, il a dit non, on refait le match. Et pour moi, le seul défaut de ce match-là, c'est que, donc il a fait rejouer le match-là, et ça a duré 30 secondes avant que Miz justement fasse passer Riley à travers la table des commentateurs, défonce le Miz jusqu'à la rampe d'accès au ring, lui porte son STF, et Miz abandonne au bout de 30 secondes. C'est dommage parce que ça le décrédibilise, vous allez me dire le match était assez long, mais pourquoi ne pas enlever 5 minutes par exemple de la destruction de Cena et rajouter 5 voire 10 minutes parce que le pay-per-view durait que 2h50 et on aurait eu un match de 30 minutes avec 15 minutes où Cena se fait démonter et 15 minutes de vrai match où Miz aurait abandonné à la fin de ces 30 minutes. Mais sinon le match est d'une intensité jamais vue à la WWE auparavant pour moi, donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai mis la note de 10 sur 10. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 8, on arrive à, alors là, roulement de tambour à fond, ce pay-per-view, pardon, est le deuxième de l'histoire de ma chaîne à ne pas atteindre les 6 sur 10, vous le voyez. 5,88 sur 10, il a l'avant-dernière place. Donc juste devant Night of Champions 2007 qui avait eu 5,60 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il est bon avant-dernier. Il est bon plus proche du troisième plus mauvais pay-per-view sur la chaîne, je crois que c'était Fastlane 2015 avec 6 sur 10 que du dernier. Mais quand même, c'est le deuxième pay-per-view qui n'atteint pas les 6 sur 10 pour moi. Donc il faut fêter ça. Retenez l'épisode 104, vraiment, il a l'avant-dernière place. Ce pay-per-view est horrible et est l'un des pires de l'année 2011 à mon sens. Même WrestleMania 27 est largement meilleur. Voilà. Ben, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like ou le dislike, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je le répète, objectif 2000 abonnés. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.